Bienvenue dans ce deuxième épisode chez Léo Drevet. Nous sommes retournés voir son jardin cet automne et durant cette période d'abondance, Léo avait beaucoup de choses à nous présenter, comme des successions de cultures, l'entretien de haies fruitières, l'intégration de mares au jardin, mais pas que. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie de cette visite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner pour ne rien louper, car la seconde partie sort prochainement. Bon visionnage. Bonjour, et bien là on est à l'automne, il y a les salades d'hiver qui ont poussé, donc là c'est de la chicorée frisée, il y a de la scarole et de la pain de sucre qui sont là. Et en prévention de l'hiver, j'avais semé des laitues, ça c'est de la romaine rouge, c'est une laitue qui résiste au froid mais qu'il faut mettre sous serre pour éviter qu'elle prenne trop l'humidité. Et donc là on voit qu'on peut récolter au fur et à mesure en fait toutes les chicorées pour faire des super salades, ça résiste vachement au froid donc on peut avoir des salades jusqu'à assez tard dans la saison. Et pour avoir des laitues en fait toute l'année, j'en sème en permanence. Et celles-là que j'ai semées directement en place, je vais les déraciner maintenant. Vous voyez là, on voit les petits plants qui sont racinés directement. Et on va aller voir comment je les repique ensuite dans la serre à la place des tomates. Ça permet d'avoir tout le temps quelque chose qui pousse dans les serres et à l'extérieur si possible aussi. Alors, là, j'ai commencé à dégager mes tomates. Donc, je vais faire ça sur toute la rangée, sur toute la serre. Et en fait, je vais mettre les tomates directement sous la bâche au niveau des chemins. Comme ça va se composter sur place. Ça évite d'exporter trop la matière organique, la biomasse qui a été générée par toutes ces plantes. Ça va être restitué directement dans le sol. Et là, j'ai préparé mes plants de salade. Et je vais pouvoir les repiquer directement là où il y avait les tomates. On voit qu'il y a encore là la racine de la tomate. Alors, inutile de l'enlever. De toute façon, ça va mourir. Je mets ma salade à la place et on va faire comme ça sur toute la serre. Ça, ce sont des laitues qui résistent au froid mais pas trop à l'humidité. Donc sous la serre, ça va être parfait. Et en fait, c'est des salades qui vont devenir grosses comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'espace entre les salades. Et elles vont donner pour le mois de mars-avril prochain. Et en fait, je vais refaire comme ça des semis de temps en temps à des moments de l'année où ça marche. Et je vais pouvoir avoir des salades très très tôt dans la saison. Là, j'aurais pu mettre à la place des épinards, des plants de roquette, de moutarde indienne, moutarde japonaise. Comme ça va pousser directement dans la serre. Et là, vous voyez que en fait, à jamais le sol est à nu. Il y a toujours quelque chose qui pousse en fait dans la serre. Voilà. Alors là, j'avais lancé le système d'aspersion. En fait, ça me permet d'arroser mes salades, mais en plus, ça me permet de maintenir la vie dans le sol. Parce que souvent, quand les gens ont une serre, ils arrêtent de l'arroser pendant l'hiver, ils abandonnent complètement le jardin. C'est pas forcément une bonne idée, parce que du coup, tous les organismes vivants qui ont besoin d'eau dans le sol vont être en moins bonne santé. Alors, c'est important de continuer en fait à arroser dans les serres, même en hiver, même quand on pense qu'il n'y a plus rien. Parce que d'une part, vous pouvez faire pousser plein de choses en hiver dans la serre, et en plus, ça va permettre à la vie microbienne du sol et les vers de terre, etc., de continuer à être en activité et vous aurez un sol plus fertile au printemps. C'est une très mauvaise idée de plus du tout arroser les serres parce que le sol va devenir tout sec et tout dur. En dégageant en fait toutes ces tomates et ces végétations, je vais refaire venir la lumière jusqu'au sol et je vais pouvoir recultiver des plantes comme des salades. Et l'intérêt en fait là, c'est que je garde les pieds de tomates, donc j'ai assez peu de travail d'arrachage, etc. Et en fait, en laissant ça dans le sol, ça va permettre au sol de garder une bonne structure. Toutes les racines en fait de la tomate vont rester dans le sol et elles vont se dégrader petit à petit. Ça va faire un apport de matière organique et ça va permettre au sol de garder une bonne structure. Et en fait, comme c'est une plante qui résiste pas au gel, et de toute façon, elle va mourir, ça va pas reprendre et donc mes salades vont pouvoir prendre le dessus. Ça fait une belle succession. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À l'automne, pendant tout l'hiver jusqu'au printemps, on peut s'occuper des fraisiers. Quand vous plantez un fraisier, vous allez remarquer que vous allez avoir plein de fraises qui vont pousser dans tous les sens. Et en fait là, le travail que j'ai à faire pendant l'hiver, c'est de couper en fait tous les stolons qui vont faire des rejets comme ça et de laisser pas mal d'espace entre chaque fraisier. Là, j'ai mon plant de fraisier qui est là. J'ai vraiment tout arraché pour garder uniquement 2-3 têtes de fraises sur chaque plant. Bon, là, c'est une culture sur bâche, mais ça serait exactement la même chose si on était une culture sur paillage, par exemple.
Et comme ça va favoriser la venue des fruits l'année prochaine. Si on laisse les feuilles se propager, ça va faire un super beau tapis de feuilles, un couvre-sol magnifique, mais vous aurez beaucoup moins de fruits. Et donc là, hop, on enlève tout. Ces petits stolons qu'on a enlevés, qui sont racinés, on peut les replanter ailleurs si on a besoin d'étendre sa culture. Et moi, comme j'en ai des milliers, en fait, ça finit souvent au compost. Là, juste à côté, on voit qu'il y a un pommier. J'ai fait une arcure avec une ficelle pour imiter en fait ce qui se passe dans la nature, où quand il y a une pomme qui pousse, avec le poids de la pomme, ça arque la branche. La sève passe, change en fait sa viscosité et ça va produire plus de bourgeons à fruits. Donc à l'automne, mon travail aussi, c'est de détecter où sont arrivés les bourgeons à fruits. Là, on voit qu'on en a un ici. Et je vais couper toutes les branches autour pour avoir, vous voyez là, mon petit bourgeon à fruits qui donnera des pommes l'année prochaine. Les pommes, ça donne sur du bois de 2 ans. Donc ça a poussé l'année dernière. Ensuite, je l'ai arqué. Et là, cette année, il y a le bourgeon à fleurs qui arrive. Et l'année prochaine, ça va faire une floraison, il y aura des pommes. Et en fait, c'est un entretien constant pour maintenir ces arbres suffisamment petits pour que ça puisse être intégré au potager, pas trop d'ombre, et en même temps produire un maximum de fruits sur une petite surface. Là, on voit qu'il y a encore une haie multi-étagée avec un couvre-sol de fraisier, un pommier, et à travers le pommier, j'ai des tailles-berries qu'on voit ici, là. Et les tailles-berries, pareil, en hiver, l'entretien est très simple. Vous enlevez les tiges sèches. Les tiges sèches se retrouvent très facilement parce qu'elles sont sèches, comme son nom l'indique. Et les tiges qui sont vivantes, comme ça, en fait, donneront des fruits au printemps prochain. Donc c'est très simple à entretenir et ça me permet de faire courir les tailles-berries à travers le pommier. Et comme ça, j'ai 3 strates de végétation au même endroit et 3 floraisons à des moments différents. La fraise donne en mai-juin, la taille-berry va donner fin juin, début juillet, ou plutôt fin juin, et les pommes vont donner en octobre. Voilà. Pas mal ça, non? Super. Là, l'automne, c'est la saison des chicorées. Là, on est sur une chicorée pain de sucre. Et en fait, je vais enlever les feuilles autour, qui sont un peu amères. Et on voit qu'au cœur, en fait, les feuilles deviennent de plus en plus blanches parce qu'en fait, elles n'ont pas eu accès à la lumière. Et c'est ça qui donne le petit côté plus doux, en fait, à ces salades qui vont pouvoir se conserver assez longtemps. C'est très croquant, c'est bon et ça pousse à fond en automne, quoi. Ça, c'est des salades. Pour les avoir à ce stade-là maintenant, je les ai semées en fait fin juillet, début août. Donc, il faut vraiment prévoir toujours à l'avance quand on fait du jardinage. Là, on est sur une petite parcelle en fait entre les serres et une haie fruitière qui sépare le jardin du lieu de vente. Et j'avais mis des patates douces. Les patates douces, en fait, j'ai juste pris des bouts de tige et je les ai bouturées. Et là, on voit qu'on peut récolter. Donc sur un bout de tige, il y a quand même pas mal de patates douces. Sachant que là, c'est une année en fait très très froide. Du coup, les patates douces, normalement, ça produit au minimum 2 fois plus sur une année normale. Et bon, là, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même à manger. Vous voyez, sur un bout de tige de patates douces plantées, j'ai 5-6 patates douces. Une patate douce, ça peut devenir gros comme ça s'il y a suffisamment à manger dans le sol et qu'il fait chaud. Là, en plus, il reste des pommes de la haie fruitière. J'ai déjà tout cueilli, mais vous voyez là qu'il y a encore des belles pommes à cueillir. Donc l'automne, c'est vraiment une période d'abondance. On va avoir tout plein de choses à manger sur place. Voilà. Voiture qui arrive, donc j'arrête de toute façon. Là, j'ai mes patates douces qui ont poussé en fait sous une bâche. Ça permet vraiment de garder bien l'eau du sol et faire en sorte que le sol chauffe parce que la patate douce, c'est une plante qui aime bien la chaleur. Cette année, elles sont pas très grosses parce qu'il a fait très très froid. Et en fait, ça, ces plants de patates douces, ils viennent de boutures que j'ai faites. Pour la bouture, j'ai pris des tiges comme ça et j'ai simplement planté les tiges dans le sol. On voit ici même que la tige, elle a commencé à faire des racines parce qu'elle a poussé sur le sol et elle a commencé à se marcoter. Et donc, je récolte mes patates douces et je vais en garder comme ça se stocke très bien. Les patates douces, il faut les stocker au sec comme des courges. Il ne faut surtout pas les mettre à la cave parce qu'elles vont moisir. Et s'il fait bien sec, genre 50-60% d'humidité et qu'il fait plus de 15 degrés, ça va pouvoir se garder des mois durant. Jusqu'au printemps prochain, je vais mettre cette patate douce en terre. Ça va faire plein de rejets de branches. Il faut le mettre au chaud, donc je mets ça dans un endroit, genre dans la chambre, près d'une fenêtre, etc. Et ensuite, avec ces tiges, je vais les planter directement dans des petits godets comme ça. Et c'est assez dingue, mais ça va faire des racines et ça m'a donné ensuite des patates. Donc vous voyez, les patates douces, c'est ouf parce qu'on plante un bout de tige et on a des patates douces. Voilà, c'est magique la nature. Alors là, on est dans ma parcelle d'aubergines où, si vous vous souvenez, j'avais planté des oignons
à travers les oignons, j'ai replanté des aubergines et entre les rangs d'aubergines, j'avais laissé les oignons. Ce qui fait que j'avais récupéré des oignons frais entre les aubergines parce que je les enlevais pour laisser de la place aux aubergines. Et entre les rangs, j'avais des oignons secs de conservation. Ensuite, quand j'ai récolté les oignons, j'ai retravaillé un petit peu le sol, juste désherbé, et j'ai ressemé de la moutarde. Ça, c'est de la moutarde frisée, et là, il y a de la moutarde indienne entre mes plants d'aubergines. Donc à l'automne, je vais couper mes aubergines pour les laisser en paillage sur le sol, et ça va laisser la place, en fait, à mes moutardes. Là, mes aubergines, je vais les couper, les laisser sur place. Elles vont se décomposer, ça va faire un petit paillage. Et j'ai mes moutardes en fait qui vont se retrouver avec plus de lumière, donc qui vont pouvoir pousser plus. Comme elles étaient entre les aubergines, elles étaient concurrencées et en fait je les ai semées en même temps que d'autres moutardes à d'autres endroits du jardin qui ont poussé plus vite. Je les ai déjà récoltées. Celles-là, comme elles ont pris du retard à cause de la concurrence des autres plantes, finalement je me retrouve maintenant à plus avoir de moutarde dans l'autre parcelle, mais là j'en ai ici qui sont prêtes à être récoltées. Et ça c'est très très bon, de la moutarde frisée. Comme son nom l'indique, a un goût de moutarde, je sais pas si vous voulez goûter. Ça fait une petite salade très sympa. Et si vous réussissez à la maintenir à peu près désherbée pendant tout l'hiver, ça va repousser. Moins bien, mais ça va quand même repousser. C'est un peu fort en goût, mais mélangé à une laitue par exemple, avec une sauce salade un peu sucrée, avec du miel, des noix, ou sirop d'agave ou un truc comme ça passe très très bien. Et vous voyez là encore une fois, j'ai pas eu que des aubergines, j'ai eu plein d'autres plantes. Et en hiver, ici en plus j'ai aussi des plantes sauvages qui poussent tout le temps. C'est de la cardamine hirsute. Et en fait ça a un goût un peu de cresson. Et ça pousse de manière spontanée dans le jardin. Parmi d'autres plantes sauvages, vous pouvez voir à la caméra. Et ça va permettre d'avoir de la salade tout l'hiver parce que ça gèle pas du tout. Ça, la mâche, des choses comme ça quoi. Je sais pas si j'ai de la mâche ici. Là, on est au niveau de mes framboisiers. Alors, on voit qu'au sol, il y a les consoudes que j'avais plantées au printemps qui poussent bien et ça a vraiment empêché les plantes sauvages de pousser. Donc, ça va concurrencer les plantes sauvages et comme c'est une plante très forte, elle est concurrentielle, elle va empêcher un peu le framboisier d'aller au milieu et le framboisier va empêcher la consoude d'aller au milieu. À cette époque, le framboisier, il a déjà donné 2 fois. On voit qu'il reste encore quelques framboises, les dernières de l'année, hein. Celle-là, elle est moisie. Et le travail que je vais avoir à faire pendant l'automne, comme c'est des framboisiers remontants, c'est de couper toutes les branches sèches que je vais laisser directement en paillage au sol. Et donc je coupe tout ça. Ensuite, toutes les branches de l'automne, je vais les couper. Là, on voit qu'il y a des anciens fruits. Je les coupe en général sous les anciens fruits, comme ça. Et je vais garder que 1 pied sur 2. Imaginons là, j'ai 10 pieds de framboisier. Et ben, je vais aller au sol, couper les framboises, même celles qui pourraient donner des fruits l'année prochaine. Parce que ça ne sert à rien d'avoir trop de framboisiers, parce qu'après, ça va être complètement dense et ça va s'étouffer. Et comme c'est des remontants, en fait, les tiges que je coupe en haut vont donner des framboises au printemps. Et celles que je coupe au sol, ça va faire des tiges qui vont repousser pendant l'année prochaine et qui vont donner des framboises à l'automne. Et ça permet comme ça d'avoir 2 récoltes de framboises par an si on est sur du framboisier remontant. On voit qu'au pied, là, regardez, il y a des champignons. Ça, c'est un armillaire. Et en fait, comme on est dans les bois, il y a vraiment toute une vie microbienne super dense, intense, qui pousse au sol. Là, le paillage que j'ai mis au printemps, c'est complètement dégradé. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les vers de terre qui ont fait leur travail. Il y a plein de petits rayons de vers de terre. C'est le meilleur apport de matière organique là qu'on peut avoir au sol. Et ça, c'est parce qu'il y a plein de paillage au sol. Et donc, le feuillage des consoudes que je laisse en paillage et je rajoute en plus pour l'instant un paillage avec de la paille, des copeaux de bois, des feuilles, des choses comme ça. Et j'espère qu'à terme, j'aurai de moins en moins besoin d'apporter de paillage grâce aux déchets des framboisiers et aux déchets de la plante de couvre-sol que j'ai mis directement sur place. Donc j'espère au fur et à mesure du temps
d'avoir moins besoin de mettre du paillage exporté parce que je produis directement ma biomasse sur place avec la consoude qui, en plus d'attirer plein d'insectes pollinisateurs au printemps, fait beaucoup de biomasse que je laisse directement au sol en marchant dessus ou en la broyant avec une faux ou des broussailleuses, plus les déchets de taille des framboisiers. Et en fait, au fur et à mesure, la consoude va se propager entre les rangs de framboisiers et va limiter l'invasion par d'autres plantes qui pourraient en fait prendre le dessus sur les framboisiers. Parce que jusqu'à présent, j'apporte de la paille qui vient d'un champ ailleurs pour pailler le sol. Et ça marche bien, mais c'est vrai que dans la logique de permaculture, on va essayer de produire tout sur place pour pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Là, on est au niveau d'une de mes mares, en fait, qui récupère les eaux de toiture de la petite cabane qui est juste au-dessus. Et ça va vraiment amener beaucoup de vie dans votre jardin. D'avoir des mares, des points d'eau, ça va attirer des grenouilles, des tritons, des libellules, qui sont des grands en fait, consommateurs d'insectes. Et ça va amener de l'eau aussi pour des abeilles. Les abeilles ont besoin d'eau pour rester sur place. Les oiseaux vont venir s'abreuver ici. Donc ça va vraiment attirer beaucoup de vie. Si la mare est très grande, ça va même modifier un petit peu le climat de votre jardin parce que ça va absorber le froid ou la chaleur en été. Ce qui est important de voir, c'est que là, j'ai mis des plantes un peu partout avec des pentes douces pour que les animaux puissent rentrer dans l'eau et qu'ils puissent surtout en ressortir parce que sinon les animaux en général ont tendance à tomber dedans et à mourir. Ces plantes-là, elles vont aussi attirer plein de bestioles dans la mare qui vont réguler la population de moustiques. Souvent, on me demande s'il y a plein de moustiques à cause de mes mares, mais en fait c'est plutôt l'inverse, ce sont des pièges à moustiques. Si la mare est vivante, c'est-à-dire s'il y a des animaux qui vivent dedans, ils vont se nourrir des larves de moustiques. Et donc les moustiques pondent, ensuite les larves de libellules, les têtards, les tritons vont venir manger en fait toutes ces plantes. Là, on voit que j'ai des lentilles d'eau en surface et c'est le moment de l'année en automne où c'est le moins pire de trifouiller dans la mare. Et donc je vais venir retirer un petit peu les lentilles d'eau qui, si elles sont en trop grand nombre, vont avoir tendance à empêcher l'oxygène de rentrer dans l'eau. Alors au début, j'avais pas de lentilles d'eau et je soupçonne qu'il y a un héron qui m'en est ramené. Parce que vous voyez, même ces petites mares-là, ça attire des hérons qui viennent voir s'il n'y a pas des choses à manger dans ma mare. Et parfois, ils ont des larves sur leurs pattes ou des algues. Et je pense que c'est ça qui a amené mes lentilles d'eau parce que j'en avais pas du tout avant. Et donc, vous voyez, hop, je les retire parce que c'est une plante qui se propage vraiment très rapidement dans les écosystèmes. Là, on voit qu'il y a des limules, c'est des petits escargots qui vivent dans l'eau. Et c'est assez rigolo parce que j'ai pas du tout mis des limules ici, elles sont venues toutes seules. Notamment, en fait, sûrement dans les racines d'une plante, il devait y avoir des œufs de limules et puis elles reviennent tout seules. Ce que je fais quand je dégage la mare, parce qu'en fait, si je laisse les plantes pousser, elles vont recouvrir toute la mare et la mare va s'assécher. Donc, en fait, tous les 2-3 ans, je viens, je prends les plantes, je coupe les racines et j'en laisse un petit peu. Et toutes les plantes, je les évacue pas trop loin de la mare parce qu'il y a plein de bêtes qui vivent dedans. Donc, je les pose sur le côté de la mare. Comme ça, les bestioles qui sont dedans ont potentiellement l'opportunité de revenir dans la mare. J'ai sûrement tué pas mal de bestioles en faisant ça, mais en même temps, si je le fais pas, j'ai plus de mare. Donc voilà, on dirait l'autre, c'est un mal pour un bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Une seconde partie arrive bientôt, donc pensez à mettre un like, à vous abonner pour ne rien louper. Encore merci et à bientôt. Ciao.